Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de Late et Smart. On est donc tard et on sera smart ce soir comme tous les soirs du lundi au vendredi sur Bismart avec mes deux invités. On va tenter de mieux comprendre, analyser, mettre en perspective l'actualité économique du moment autour, comme c'est l'habitude, de deux grands thèmes ce soir encore. D'abord, nous allons commenter ce quatrième sommet Choose France. Choose France, c'est le terme de cette rencontre. Désormais quasi rituel, encore une fois c'est la quatrième du nom, entre Emmanuel Macron et plus d'une centaine de chefs d'entreprise étrangers, ou en tout cas de chefs d'entreprise étrangères, implantés en France ou susceptibles de s'implanter en France, puisque la problématique au cœur de cette rencontre, c'est l'attractivité du pays. Et ça tombe bien aujourd'hui, le chef de l'État, pour que les choses s'emboîtent bien, en a profité pour annoncer une vingtaine de projets d'investissement en France, dont un très gros dans les batteries, donc dans l'automobile, dans les batteries électriques dans le Nord, à Douai, potentiellement jusqu'à 2 milliards d'euros d'investissement. Alors est-ce que ce schéma Choose France, commencer par le haut, par les très gros patrons, et puis en ayant en tête qu'ensuite ça essaime et que ça serve à la réindustrialisation du pays, est-ce que c'est le bon schéma? Est-ce que c'est la clé du succès? Ce sera le thème de notre premier échange ce soir dans l'émission. Et puis dans une deuxième partie, on s'intéressera à l'univers des startups, ou des grandes startups, en tout cas celles qui réussissent des levées de fonds importantes. On avait dans les Échos une annonce ou une pré-annonce d'une levée de fonds record pour une start-up française, plus de 500 millions d'euros. Une annonce qui intervient après, récemment, on en avait déjà parlé dans l'émission, deux annonces de levée de fonds, c'était il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus. Content Square, là encore, autour du demi-milliard d'euros. Ledger, je crois que c'était plus de 300 millions d'euros. Bref, est-ce qu'on est enfin entré en France, pour les entreprises françaises, dans l'ère des levées de fonds records qui peuvent commencer à se comparer avec ce dont on avait l'habitude de prendre connaissance, mais plutôt de l'autre côté de l'Atlantique? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est un signe, c'est une clé? C'est forcément positif pour l'économie française? Voilà, tous les types de questions que je poserai à mes deux invités ce soir sur ce sujet. En l'occurrence, à ma droite, Stéphanie Hospital, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice et CEO de One Ragtime. One Ragtime, c'est une plateforme de capital investissement, donc du private equity aussi en bon français, mais sous une forme plateformisée. Voilà, encore une... décidément, j'emploie que des termes français tout à fait présents dans les pages du Larousse. Merci d'être à nos côtés ce soir. À vos côtés, Stéphane Van Nuffel, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Entrepreneur aussi, cofondateur de netinvestissement.fr. Vous, c'est aussi une plateforme, c'est également de l'investissement, mais c'est du conseil et de la distribution d'investissement, plutôt de produits d'épargne, donc vous vous adressez aux particuliers. Merci également Stéphane d'être là ce soir. Tout de suite, la question apéritif. On est au lendemain d'une élection et ça constitue donc notre cocktail de ce soir pour l'apéro. Je le disais, nous sommes au lendemain du second tour des élections régionales. Je ne suis pas sûr qu'on passe l'ensemble de l'émission là-dessus, mais quand même, l'une et l'autre, je voulais vous faire réagir à ce qui peut être les différents enseignements de ce second tour de scrutin. Enseignements très généraux. Regardez ce titre du Point, régional de Point, tous les présidents réélus, donc sous-entendu les présidents de région sortants, en métropole en tout cas, c'est pas le cas à La Réunion, sur fond d'abstention record. Voilà, les sortants réélus, abstention record, on le rappelle, quasiment 2 Français sur 3, 2 électeurs sur 3 ne sont pas allés voter. Et puis on voulait rentrer dans la politique un petit peu plus politicienne. Dominique de Montvalon, journaliste politique, résume le sujet. Lui, c'est 4 leçons à lui. Marine Le Pen sort des 2 tours KO debout. Grâce à ses sortants, la droite a l'air requinquée. Le PS s'en sort quand il ne fricote pas avec Mélenchon, avec l'extrême gauche verte. Et enfin, Macron face à une France qui vire à droite, pas à l'extrême droite. Alors ça, c'est plus peut-être politicien, disais-je. Vous voulez retenir quoi, Stéphanie, vous, de ce second tour des élections par rapport peut-être à la mobilisation des électeurs, au fait que... L'abstention record, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça aux prochaines élections? Et pourquoi est-ce qu'on n'est toujours pas passé sur un système de vote par correspondance ou par Internet? Je crois que là, on est en 2021, on doit encore se déplacer dans nos bureaux de vote. C'est super compliqué, même si ça s'est bien amélioré pour faire des procurations. Donc je pense que la réponse à l'abstention, c'est aussi d'apporter le bureau de vote chez soi par le vote par correspondance ou par Internet. Donc
message pour tous nos politiques. En même temps, ça ne dévaloriserait pas, c'est les critiques, hein, l'acte d'aller voter. Vous croyez vraiment que ceux qui ne vont pas voter, c'est parce qu'ils restent au fond de leur lit? Et quand on paye, quand on paye ses impôts par Internet, ça désacralise l'acte de payer ses impôts? On n'est jamais allé payer, on n'est jamais allé mettre le chèque dans l'urne quand même. Si, il y a des centres d'impôts où à un moment on allait pour payer et faire son chèque. Là, c'est pareil. En tout cas, pour que la politique... Je sais pas, je me dis, si je vote sur mon smartphone, est-ce que ça a la même... Mais c'est parce que j'ai l'âge que j'ai aussi. Hein. 98% de participation demain, si on passe à ça, c'est sûr. Non, vous avez raison. Vous l'avez avec peut-être le risque qu'il y ait des candidats ou des surprises un petit peu, des choses un peu farfelues. Non, mais en tout cas, c'est important. Effectivement, on n'a pas modernisé du tout le processus de vote. Pour moi, c'est indispensable. Redonner le goût du vote par le fait de rendre ça plus accessible. Et puis aussi, expliquer fondamentalement pourquoi est-ce qu'on doit voter. On doit voter parce que, déjà pour les femmes, en 1945, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc nous, ça fait juste 70 ans qu'on a le droit de voter. Donc mesdames, ne l'oubliez pas. Et puis pour tous les pays dans lesquels il n'y a pas de démocratie. Absolument. Donc c'est un devoir civique, mais ce devoir civique, aujourd'hui, il n'est plus explicité. Et en plus, il est compliqué parce que on sort d'1 année et demie de confinement. On avait tous envie de faire autre chose que d'aller voter. C'était un acte civique d'aller voter, d'aller se rendre dans son bureau de vote. Rendons-nous-le simple et puis faisons comme tous les pays qui sont passés à une votation par correspondance, par Internet. Et je crois qu'on est un des derniers pays à le faire aujourd'hui. Oui. Et puis, il y a la signification des différents échelons. L'année dernière, on votait pour les maires. Cette fois-ci, en même temps, on votait pour les départements et pour les régions, mais pas les mêmes personnes. Donc, à savoir, à chaque fois, tous les niveaux locaux, c'est peut-être un petit peu... On multiplie peut-être un petit peu les scrutins avec le risque que tous les citoyens électeurs ne sont pas forcément au taquet sur qui fait quoi en matière de démocratie locale. Stéphane, ce que vous retenez de ce dimanche électoral, des 2 dimanches électoraux d'ailleurs? Après, juste pour rebondir sur ce que vous disiez pour la caricature, c'est sans doute beaucoup plus simple dans une dictature autoritaire où il y a peut-être moins de maillons, mais finalement c'est peut-être un peu aussi la démocratie. On retient toujours la même chose. Moi, je suis d'une génération où on y croyait encore un petit peu, ou en tout cas, on nous avait encore inculqué ça. Moi, je pense qu'il y a plusieurs solutions. Évidemment, Stéphanie a raison. Il faut technologiser tout ça. Ça n'empêche pas, par rapport à votre remarque, Guillaume, qu'on pourrait quand même vérifier et rendre éligible à l'élection. Pas n'importe qui non plus, que ce ne soit pas complètement influençable. Là, peut-être qu'il y a un petit peu de système en place et que les grands partis... Et c'est la remarque qu'il faut retirer, n'ont peut-être pas forcément envie de trop venir sur les outils de nouvelles technologies qui pourraient être trop influencés par les réseaux sociaux, etc. Et dans ces cas-là, créer de nouvelles communautés d'influence. C'est peut-être sans doute aussi une crainte qu'il faut avoir. Il faut faire attention parce qu'à ce moment-là, la culture politique des gens ne serait plus par rapport à des meetings, par rapport à des personnalités qu'on rencontre, dont on visionne les vidéos, mais plus par rapport à une communauté Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Mais en même temps, il faut rappeler qu'en 2017, c'est pas si vieux, on a une très forte participation. C'est là où je voulais en venir. C'est qu'en fait, de quoi on s'aperçoit surtout? D'abord, on s'aperçoit que quand les partis de pouvoir, qui avaient complètement disparu dernièrement, en gros, je vous la fais simple, LR, PS, arrêtent de fricoter soit avec l'extrême droite, soit avec l'extrême gauche, finalement, ça dessert le pouvoir en place, c'est-à-dire le gouvernement qui avait... En tout cas, la République En Marche, qui avait essayé de réunir tout ce petit monde au centre. Donc finalement, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le PS s'en sort très bien. LR reprend aussi un peu des couleurs, et en tout cas les grandes régions qui leur appartiennent. Quand ils sont sortants à chaque fois. Alors, y a ça, mais vous voyez, c'est là où je voulais en venir, deuxième point, et ça c'est le plus important. Décidément, j'ai l'impression que c'est un spectacle. De vous. L'abstention. D'abord, c'est très drôle de se dire, mais on a peut-être peur que les gens désacralisent le vote. Là, ça, je crois que c'est fait. Quand on a 68 ou 69% d'abstention, je pense que c'est désacralisé une bonne fois pour toutes, puisque selon moi, il devrait être obligatoire, c'est un autre sujet. Et surtout, on sait qu'il y a à peu près 30% des abstentionnistes qui pensent que leur vote ne changerait rien. Voilà. Donc, de toute façon, qu'ils y aillent ou qu'ils y aillent pas, ça fait un tiers de ces gens-là qui, de toute façon, ça y est, c'est plus la fainéantise, c'est plus parce qu'il faisait beau. Moi, je suis bordelais, donc dès qu'il fait beau, on sait que c'est plus compliqué. On va au Cap, oui, excusez-nous. Ou de l'autre côté d'ailleurs, voilà. Parce qu'il y a les vignes de Saint-Émilion de l'autre côté, mais enfin, ça c'est autre chose. Mais là, c'est plus ça. Et il y a encore aussi 30% d'abstentionnistes aussi qui vous disent que de toute façon, ils ne s'en reconnaissent pas non plus. Alors, est-ce que ce sont les mêmes, les 30% qui en fait ne savent pas trop pourquoi ils votent, et les autres qui n'ont pas envie de voter? Si on les cumule, là, ça commence à faire du monde qui n'a plus du tout notion de ce que Stéphanie rappelait à juste valeur. L'importance et la sacralisation de ce vote, qui est quand même un truc exceptionnel dans le monde.
Et peut-être qu'il devrait être obligatoire pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Parce que alors c'est quand même justement, très par triste. rapport, je vais continuer quand même, je vais relancer, même si c'est l'apéritif, on va déborder un petit peu, c'est pas très grave. Vous êtes au cœur de la machine économique du pays, justement, cette idée que les politiques, de toute façon, ils ne servent à rien, ce que vous évoquiez, ou en tout cas, mon vote ne sert pas à grand-chose parce que, de toute façon, l'économie vit sa vie, en gros, hein, et que donc, avec des hauts et des bas, avec de temps en temps du chômage, de temps en temps moins de chômage, cette idée de déconnexion entre le quotidien, ma vie à moi de tous les jours, mes perspectives d'emploi ou de non-emploi avec le politique, qu'est-ce que vous répondez à cette inquiétude de toute façon, voter pour X ou Y, ça ne changera pas au fait que l'usine ferme ou ne ferme pas, que telle boîte se crée ou ne se crée pas Je crois que la période du Covid et l'accompagnement du gouvernement pendant cette période de Covid, qui a été particulièrement fort en France, devrait faire prendre conscience aux Français du fait qu'un politique a un enjeu économique directement opérant pour le contribuable, pour chacun d'entre nous. On l'a vu pendant la période du Covid, on l'a vu avec la mobilisation pour les entreprises, pour les PGE, pour toute la partie de chômage, ou en tout cas d'emplois salariés qui ont été préservés parce que l'État a mis en place des aides et du chômage technique. Donc ça, c'était extrêmement fort pendant la période de Covid. Et justement, les premières élections après le Covid, on a l'impression qu'il y a une démobilisation totale des électeurs. En même temps, est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on a un président qui, aujourd'hui, Emmanuel Macron, incarne le pouvoir absolu d'une certaine façon. À lui seul, quasiment. Ouais. À lui seul. Donc lui, il n'a pas réussi à créer En Marche partie d'Emmanuel Macron. Mais en même temps, on va voter pour un président probablement qui, aux prochaines élections, pour une figure, pour un homme. Risque de se représenter. Et dans les régions, c'est ce qui s'est passé aussi. C'est que finalement, on vote pour les personnes qu'on connaît, qui ont déjà un impact. Donc ce qui est plutôt rassurant, parce qu'aujourd'hui, on oublie que le poids économique pour des régions est certainement le plus fort que n'importe quel autre organe gouvernemental, administratif qu'on peut avoir. Mais bon, ça s'est fait dans la continuité, donc somme toute, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a une continuité, on a une période de stabilité. Et le jeu va être très, très ouvert pour 2022. Donc, à nous de faire en sorte qu'il soit ouvert et autour des bonnes personnes. Et finalement, c'est aussi ce qu'on a vu dans ces dernières années de politique, c'est que le parti est moins important que la personne qui incarne ceux pour qui ou celle pour qui on va voter. Ouais. Alors, c'est vrai que l'exécutif s'est probablement mobilisé comme jamais, ou en tout cas comme rarement, autour de cette crise depuis 18 mois. Il n'a pas été récompensé, en tout cas pas le parti qui incarne l'exécutif, le parti majoritaire encore dans le pays à l'Assemblée nationale, La République En Marche, qui pour le coup est l'un des gros perdants avec, voilà, je crois que 7% au niveau national au deuxième tour. C'est pas bien. C'est effectivement, compte tenu de la mobilisation de tout le gouvernement depuis 18 mois, de tout l'État certes, mais effectivement impulsé par l'exécutif actuel. Les choses ne sont pas très pas claires. Récompensées. Ouais. Guillaume, les choses ne sont pas très claires. Après, quand vous avez une quarantaine d'années comme moi, forcément, on a un peu plus de culture, puis on a été marqué par des grandes figures politiques. Je me mets à la place d'une jeune fille ou d'un jeune garçon qui a 18 ans, qui va voter pour la première fois, il ne comprend rien. Il y a des ministres qui, à un moment donné, sont plutôt issus d'un autre parti, mais qui ont rejoint la majorité gouvernementale, etc. Et puis qui, là, comme c'est, vont soutenir quand même l'ancien copain avec qui ils étaient dans la permanence pendant 20 ans. C'est très compliqué. Ce qu'il faut juste dire... trop politicien, vous voulez dire. Ouais, en fait, d'abord, les Français, et Stéphanie l'a bien rappelé, les Français sont bonapartistes. Ça fait 10 fois que je le répète sur tous les plateaux. C'est-à-dire qu'ils adorent avoir un chef très puissant, qu'ils aiment, qu'ils vénèrent, à condition qu'ils l'aient choisi. Voilà, comme ça permet de jeter des pierres dès que c'est fini. Ça, une fois qu'on a balayé ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous descendez un peu de ces élections, la présidentielle ou la municipale, qui incarnent vraiment le pouvoir en place de la personne, c'est plus compliqué. Sur les législatives, ils ne comprennent pas tout au niveau de la proportionnelle ou pas. Sur les régionales et les départementales, moi, ce qui m'échappe, c'est que j'ai quand même des collaborateurs qui sont parents et ils ne sont pas forcément allés voter ou ils n'ont pas attaché une importance fondamentale à aller choisir leurs conseillers départementaux ou leur président de région. C'est hyper important pour les collèges, les lycées, pour l'éducation, etc., etc. Ce sont des choses qui sont décentralisées depuis très longtemps en France. Donc, ce ne sont pas des élections secondaires auxquelles on n'attache pas d'importance. Et je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait eu cette pédagogie suffisamment sur ça. Et évidemment, d'un point de vue budget, voirie, etc., etc., emploi, c'est exactement la même chose, mais je crois que ça échappe aux Français maintenant. Parce que cette pédagogie manque un peu.
Allez, tout de suite, un sujet sur lequel l'incarnation, en tout cas celle du chef de l'État, est assez visible, c'est autour de l'attractivité de la France. On en parle tout de suite avec ce sommet Choose France. Le sommet Choose France, donc attractivité de points, est-ce que voilà, ce type d'événement est la clé du succès? Point d'interrogation, c'est en tout cas la question de ce débat. La façon dont Le Monde pose les choses dans son édition d'aujourd'hui, Macron veut renforcer l'attrait de la France. En rappelant donc qu'Emmanuel Macron réunissait aujourd'hui des patrons de multinationales prêts à investir 3,5 milliards d'euros. Ça, c'est les annonces du jour. On prend les mêmes mots et puis on trouve des synonymes. Pour le Figaro, Emmanuel Macron vante à Versailles, en précisant que ça se passe à Versailles. Effectivement, il y a cette volonté de solennité autour de ce sommet depuis 4 ans. Ils vantent donc l'attractivité retrouvée de la France avec des tableaux, et notamment ce tableau des projets d'investissement étrangers annoncés dans les différents pays pour l'essentiel de l'Union européenne en 2020, avec la France qui conserve, regardez, ça c'est le tableau publié par le Figaro, la France qui conserve cette année, sur les chiffres de 2020, sa première place, avec un écart qui se réduit avec le Royaume-Uni et l'Allemagne, puisque de fait, on a un petit peu plus subi la crise sanitaire et donc la crise économique que nos deux voisins. On a eu, c'est lors de ce 4e sommet, et de fait, le chef de l'État a devancé ce matin, on va y revenir, avec une espèce d'inauguration, même si l'usine n'est pas encore construite. En tout cas, il s'est déplacé dans le Nord. On va en parler dans un instant. C'est la 4e fois que le chef de l'État réunit. Ça devait se faire en janvier, ça a été repoussé pour cause de Covid. C'est la 4e fois que le chef de l'État réunit de cette façon-là plus d'une centaine de grands patrons de sociétés, de grandes sociétés étrangères implantées ou pas en France pour leur vanter les mérites du pays. Est-ce que, voilà, c'est un peu de com', ça ne peut pas faire de mal? Est-ce que non seulement ça ne peut pas faire du mal, mais ça peut faire que du bien? Est-ce que le fond, c'est-à-dire la réalité des conditions ou pas de choisir la France comme terrain d'investissement du point de vue de ces grandes boîtes, que ce soit la qualité de la main-d'œuvre, la fiscalité, le carcan administratif ou pas, est pas plus important? Comment vous ressentez, vous analysez, vous expliquez cette volonté du chef de l'État de se mettre en avant, mais à la limite, il joue le rôle de VRP, c'est pas mal, et de le faire sous cette forme-là, c'est-à-dire en prenant des très grands patrons et en leur faisant une belle présentation, en leur disant venez chez nous. Ça marche? Ça marche, et ça y est, c'est encore aujourd'hui très efficace. Rappelez-vous, il y a quelques années, l'image que la France avait quand un investisseur international regardait la France pour investir. Je ne vais pas investir, ça va être compliqué, il y a des conditions sur les collaborateurs qui sont très compliquées, la fiscalité, c'est impossible. Donc on avait une image assez délétère à l'international par rapport à notre capacité à attirer des entreprises internationales pour se localiser en France, pour même se développer sur toute l'Europe. Aujourd'hui, on voit bien que depuis 10 ans, parce que le mouvement a été enclenché avant Macron, ou a été enclenché par Macron quand il était ministre de l'économie, et par ses prédécesseurs, on a enfin la France qui paraît être au niveau de tous les atouts qu'on a. Un endroit où on a des collaborateurs hyper qualifiés, on a de l'éducation, on a des grandes entreprises, on a un grand bassin de consommation, et on a une position idéale pour irriguer tout un tas de pays à partir de la France. Donc c'est logique, ça marche. On en voit les bénéfices dans la tech. On n'a jamais eu autant d'investissements, et on viendra derrière sur... On en reparlera tout à l'heure, absolument. On n'a jamais eu autant d'investissements dans la tech, mais maintenant, en plus, on s'attaque à la réindustrialisation du pays, avec des localisations d'usines en France, ou des centres logistiques. C'est Amazon, c'est Zalando, c'est Envision. Donc ça, c'est fantastique, parce que ça permet de montrer que quand on a une politique économique ambitieuse et volontaire, on peut créer quelque chose qui parle à tous les citoyens français, c'est de l'emploi local. Et on l'a aujourd'hui sur la tech. Il y a une étude qui a été faite, qui est parue il y a quelques jours, sur les 200 000 emplois indirects créés par la tech en France. Mais si demain, on peut aussi le matérialiser sur l'industrie, sur la santé, on a vu à quel point c'était crucial pendant cette année, sur l'industrie, la production, on aura tout gagné, et on montrera que économie forte, attraction de capitaux internationaux, ça renforce encore plus notre capacité à en attirer des nouveaux, et on rentre dans un cercle vertueux. Donc oui, allons-y et choisissons la France.
Commentaire très optimiste de Stéphanie Hospital. Vous partagez ce sentiment sur voilà, la bonne articulation entre la bonne politique, la bonne incarnation et le fait de vendre tout ça de façon un petit peu spectaculaire auprès de grands patrons. Voilà, ça ne peut être qu'efficace. Alors d'abord, pour sourire, évidemment, il y a un match de l'équipe de France de football ce soir. Donc évidemment, on va dire Choose France et on va être optimiste. Comment on pourrait ne pas être optimiste, Guillaume? Et alors, alors là, je suis obligé de vous dire quelque chose, c'est que l'émission était en différé. Donc en fait, les gens qui regardent c'était l'émission, tout à l'heure. ils ont déjà le résultat du match. Alors on recommence, Donc, mais on a sûrement gagné. Donc comme le match de l'équipe de France, dont je tairai le résultat évidemment pour nos auditeurs, pour pas leur gâcher leur replay, puisqu'ils vont regarder évidemment l'émission. Non mais évidemment, en 7 €, on va être derrière la France et on est obligé de choisir Choose France. Mais c'est important d'être optimiste, Guillaume. Pourquoi? Parce qu'on va croire vraiment que c'est un duo et qu'on fait un spectacle. Ce que vient de dire Stéphanie est fondamental. Parce qu'en fait, quand vous faites de l'économie, en tout cas de l'économie commerciale, et elle a utilisé, ou c'est peut-être vous, Guillaume, qui avez utilisé le mot VRP, qu'est-ce qui manquait à la France? La France n'est pas un pays qui a été complètement inattractif. Oui, il y avait une fiscalité confiscatoire, c'est pas nouveau, mais on avait un système de santé qui fonctionnait plutôt bien, on avait plutôt des grandes écoles. Et moi, j'ai été élevé dans les années 70-80. La France a toujours attiré des investissements étrangers. Alors surtout, et pendant longtemps, elle avait une politique de faire des grands groupes internationaux qui sont devenus les concurrents aussi des investisseurs étrangers. C'est pour ça qu'il a commencé à s'insinuer deux choses dans l'esprit d'un investisseur étranger, selon moi. C'est que, un, il y avait de la concurrence sur leur domaine de compétences et les Français sont arrivés avec des très grands groupes, on va dire la moitié du CAC 40, qui sont venus, il ne faut pas l'oublier, chasser sur les plates-bandes des autres savoir-faire européens, allemands, japonais, américains, etc. Et la deuxième chose, les grèves, la fiscalité, les embouteillages, même en région parisienne, l'immobilier vieillissant, sont des fantasmes, selon moi, en bon français franchouillard, qui se sont insinués dans l'esprit. Et je reconnais, il y en a peut-être d'autres des choses très bien qu'a fait notre président de la République, c'est que ce discours que vous appelez trop optimiste, ce spectacle presque que la presse essaie de nous rendre, ben je trouve que c'est une bonne chose, moi. Parce que le rôle d'un président de la République, et M. Chirac le faisait très bien, mais j'avoue que M. Macron a repris cet élan-là. Pour le coup, on peut imaginer que sur ces sujets-là, Macron connaît mieux le sujet que Jacques Chirac, peut-être. Et puis même, dans les deux cas, les deux, ils disaient aux gens, rien n'est parfait, mais venez quand même. Parce que ce que dit Stéphanie est donc fondamental. L'investissement qui vient va donc créer l'investissement de demain. Et que ce soit la demande intérieure, que ce soit la demande extérieure, que ce soit la production par des investissements extérieurs ou par des investissements faits par les groupes français, y compris par l'État, l'important, c'est que ce soit bien fait. Parce qu'en économie commerciale, c'est le produit qui est important. Donc évidemment, vous pouvez être le meilleur, je fais exprès d'utiliser le terme, vendeur du monde. Ben, si vous n'avez pas derrière un produit qui a bonne réputation et qui a bonne image, qui est bien marketé et dont les résultats derrière ne sont pas catastrophiques, vous ne ferez jamais rien. Et ben moi, je trouve que ces 20 dernières années, le produit France était encore un bon produit. On avait tendance systématiquement à le dévaluer. Au moins, reconnaissons au président de la République qu'aujourd'hui, il le remonte. Il s'avère qu'il y a aussi un produit France qui s'améliore et c'est loin d'être favorable à tout, mais c'est pour ça que ça va marcher et c'est pour ça qu'il a raison de le faire. Est-ce qu'on ne prend pas une vague au sens, je suis volontairement dans la critique, enfin dans la critique, pas dans la critique, mais pour remettre en cause ce que vous dites, au contraire pour vous permettre d'affirmer encore plus fort vos arguments, est-ce que cet argent il ne serait pas venu de toute façon? Parce que globalement, est-ce que globalement on n'est pas dans une phase, vous parlez de la tech, on n'a jamais eu autant d'argent, mais partout, j'imagine qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dans la tech, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne aussi, compte tenu du cycle, on est dans une période d'accélération précisément des changements technologiques et de leurs conséquences avec l'émergence de plein de start-up. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Est-ce que cette accélération ne serait pas venue de toute façon, sachant que, précisément, depuis le premier, mis en avant dans le papier du Monde, depuis le premier sommet de Choose France, donc ce n'était pas il y a si longtemps, c'était en 2018, 20 projets ont été bouclés pour 2,3 milliards. Aujourd'hui, les annonces, c'est 3,5 milliards pour une vingtaine de projets. Donc aujourd'hui, on annonce autant que, effectivement, depuis 3 ans, à l'occasion de sommets similaires. Est-ce que c'est pas parce que globalement l'économie occidentale est dans une phase d'investissement accéléré compte tenu des mutations en cours? Alors, on a le droit d'aller plus vite que les autres. Et c'est ce qu'on est en train de montrer. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres de l'investissement en France par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années, on progresse plus vite que les autres. Donc ça, c'est fort. C'est encore plus fort dans la tech. On a dépassé cette année, en 2020, plus de 5,4 milliards d'investissements. On n'a jamais eu autant de très grosses sociétés. Et c'est en train d'aller sur les autres secteurs d'activité. Donc ça, c'est super, puisqu'on a aussi redécouvert au cours de ces 18 derniers mois que la notion de souveraineté économique, de souveraineté en matière de santé,
C'était des mots assez forts qu'il fallait préserver. Ça, on avait oublié. On pensait qu'on était dans un monde global et que de toute façon, qu'on produise en Chine ou qu'on produise en Inde ou en France, on n'avait pas de problème d'approvisionnement. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des problèmes d'approvisionnement, que la matière première est rare et que ça sera probablement notre quotidien dans les années qui viennent sur un certain nombre de matériaux rares, de ressources rares, que ce soit l'eau, l'agriculture ou les matériaux qui nous permettent de construire, ou les médicaments. Donc aujourd'hui, on est en train, ou les batteries, de réintermédier cette production locale, d'en faire un des fleurons technologiques français, qui est d'ailleurs, quand on regarde l'histoire de la France, on avait les manufactures autrefois. On a laissé partir nos outils de production. Aujourd'hui, on se dit qu'il faut fabriquer en France, faire venir des capitaux internationaux pour pouvoir produire en France. Donc ça, c'est super parce qu'il y aura du transfert de savoir-faire. Et ça, c'est plutôt très porteur pour l'avenir. Donc faisons-en plus, allons plus vite que les autres. Faisons en sorte que la France, dans l'Europe, devienne l'un des pôles économiques majeurs devant l'Allemagne, devant l'Angleterre, qui fait plus partie de l'Europe, mais qui est quand même encore très proche. C'est encore un voisin. Oui. C'est encore un voisin. Et je crois que ça va être bon pour tous. Et on va montrer qu'en investissant plus, c'est plus efficace peut-être que de réduire et d'avoir une approche malthusianiste sur nos dépenses, qu'il vaut mieux au contraire investir pour l'avenir et faire venir des capitaux étrangers si on veut que le pays continue à se développer. Alors justement, à propos d'investissement et de capitaux étrangers, la grosse annonce d'aujourd'hui, elle avait été comment il s'appelle, Xavier Bertrand avait laissé avait fuité le truc avant l'élection. C'est de bonne guerre puisque ça se passe chez lui. On a donc une annonce du groupe chinois Envision, qui est donc un fabricant de batteries électriques pour automobiles, qui annonce donc un projet qui pourrait aller jusqu'à plus de 2 milliards d'euros d'investissement. C'est à Douai, donc c'est en partenariat avec Renault, enfin c'est pour les usines Renault du coin, entre guillemets. Typiquement, ce type d'annonce, donc on est un investissement chinois en France pour un constructeur automobile français. On imagine que ces batteries, elles ne sont pas exclusivement pour Renault, mais on profite peut-être aussi de la situation géographique et de la France au cœur de l'Europe et des Hauts-de-France au cœur du nord de l'Europe. Voilà, est-ce que ce type d'investissement se serait fait de toute façon? Qu'est-ce qui est le déclencheur? On a sur les 2 milliards d'euros d'investissement, je crois qu'on a 200 millions d'aides publiques tout cumulé, à la fois local et national. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la différence sur un projet de ce type-là, Stéphane? Alors, je crois qu'il y a 3 choses. D'abord, je pense qu'il y a la force de l'influence. Et je reviens sur mon propos de tout à l'heure. Alors évidemment, c'est plus simple quand on parle de technologie, parce que ce soit la COFAS, French Tech, etc., porte la bonne parole et a un impact énorme sur les investisseurs étrangers. Et les émissaires de la French Tech, quand ils vont à Las Vegas voir des salons et qu'ils rencontrent des investisseurs étrangers sont très surpris du côté pointu de l'industrie financière française. Et Stéphanie est une représentante digne. Les Français, ça sait investir. Alors, est-ce que ça va plus vite ou pas? J'en sais rien. Ça, c'est la première chose. Donc, deuxième chose, il y a le politique. C'est indéniable. En France, de toute façon, on ne pouvait pas passer outre. Et ça me rappelle un peu l'affaire Toyota à l'époque, quand ils avaient rapatrié une usine, ou en tout cas créé une usine de fabrication de leur petit moteur à Valenciennes. Oui. Bon. Là aussi, il y avait de l'investissement et 3, le côté de la subvention. C'est pareil, il y avait de la subvention. Mais il y a du politique. Que ce soit de la subvention, voilà, du lobbying, il y a du politique. C'est normal, tout le monde le fait. Et donc, et là aussi, on ne va pas gâcher, en fait, finalement, ce bon moment. On ne va pas gâcher notre plaisir. Guillaume, je finis là-dessus. C'est peut-être juste simplement parce qu'en fait, il y a un besoin, un savoir-faire et un marché. Et que les Chinois sont pragmatiques. Renault est pragmatique. Ils ont besoin de batteries. Les Chinois savent en faire. Pour ça, il faut qu'ils investissent pour faire une usine sur place. Parce que sinon, de les transporter, etc., ça ne marche pas dans l'électrique. Parce qu'il faut que ce soit un circuit court. Vous avez votre réponse. Là, on est au cœur de nouveaux besoins. C'est-à-dire qu'effectivement, l'industrie automobile est dans une mutation profonde, colossale, comme elle n'a pas connu depuis des décennies, cette nécessaire transformation du thermique vers l'électrique. Donc, il y a des besoins. Encore une fois, question pareille, de façon provocante. Est-ce que cette usine ne serait pas arrivée là de toute façon? Non, je ne crois pas. Parce que si on a une approche volontariste, on peut soulever des montagnes, on est en train de le montrer là. Avant, on avait plutôt une vision de la France où c'était l'endroit où surtout il ne fallait pas aller en Europe, il valait mieux se localiser en Irlande ou au Luxembourg. Ou juste de l'autre côté de la frontière. Ou en Belgique, plutôt que d'être en France. Ouais. Là, on attire et on a du transfert de technologie. On a du transfert de savoir-faire. Nous aussi, on en fait dans les deux sens. Je pense que ça, c'est extrêmement important pour
l'emploi local, de pouvoir avoir ces industries qui reviennent, de pouvoir se dire que demain, peut-être qu'on pourra fabriquer nous-mêmes nos vélos et toutes les pièces, parce qu'aujourd'hui, on a tout un tas d'industries qu'on ne sait plus fabriquer en France et qui, en période de pénurie, c'est quelque chose qu'on n'avait pas identifié avant, on se rend compte que finalement, on a laissé partir nos médicaments, on a laissé partir notre filière agricole, notre filière du bois, et que quand on revient sur des sujets technologiques, on peut encore les attirer, mais je crois que la prochaine étape, c'est d'aller encore plus loin et de se dire comment est-ce que sur des industries dites à faible valeur ajoutée, on peut aussi reproduire de manière compétitive localement, parce que ça aussi, c'est la clé de notre indépendance économique, de notre indépendance technologique, de notre indépendance en matière de santé pour les années qui viennent. Et justement, alors, vous dites la prochaine étape précisément, en termes de cadre législatif, réglementaire, etc., ça devrait être quoi la prochaine étape? Parce que vous nous rappelez à raison que ça fait une grosse dizaine d'années que les choses vont mieux. Il y a eu le CICE, on imagine que c'est une part importante de regain d'attractivité de la France. Là, on évoquait le côté incarnation, VRP au bon sens du terme, du chef de l'État sur ces questions, tant mieux. Il y a l'annonce dans le cadre du plan de relance de la baisse d'une partie de la fiscalité des impôts de production à hauteur de 10 milliards sur 80 milliards. Il en reste encore beaucoup. C'est quoi la prochaine étape précisément en termes de cadre pour aller plus loin dans ce mouvement, pour confirmer ce mouvement, pour accélérer ce mouvement de Choose France au sens c'est chez nous qu'il faut investir? Alors, selon vous, c'est continuer ce qu'on fait, mais probablement aussi le continuer sur des secteurs d'activité qui étaient moins au cœur des préoccupations aujourd'hui. On l'a vu sur la santé, la production des médicaments. Il y a quand même un pays aujourd'hui qui a quasiment le monopole de la production de toutes les molécules, qui est l'Inde. Comment est-ce qu'on arrive à reproduire localement sur des métiers tels que l'agriculture, former aussi et se dire qu'on peut avoir une agriculture de pointe. Il y a quelques pays qui l'ont très très bien fait. Je pense à Israël qui a beaucoup investi sur l'agriculture et sur comment est-ce qu'on va avoir une agriculture beaucoup plus technologique. Donc partout où on peut mettre de la technologie associée à des savoir-faire que l'on a depuis des années, je pense que c'est important de refaire ça et de former. Parce que du coup, on se rend compte aussi qu'à un moment, il faut avoir des collaborateurs, il faut avoir des talents qui viennent. Et la prochaine étape, en tout cas... Donc il y a l'adéquation entre effectivement la demande d'emploi et l'offre d'emploi. Ouais. Complètement, mais dans la tech, on le voit bien. C'est qu'aujourd'hui, bâtir des géants internationaux, c'est bien, c'est à coût de financement, mais il faut aussi les talents. Donc notre enjeu, c'est d'attirer les talents internationaux. Il n'y a pas que les capitaux, c'est attirer les talents internationaux pour produire, opérer depuis la France. Ça, c'est la prochaine étape. Et prochaine étape, selon vous aussi, Stéphane, en termes de stratégie, on comprend bien. En termes de, je sais pas, je parlais de cadre, il faut changer les choses ou dans le cadre réglementaire, législatif, fiscal, tout ce qu'on veut? Je le dis avec des pincettes, il faut un virage générationnel. Alors attention quand je dis ça, parce qu'on va me jeter les... Il faut un virage générationnel dans notre raisonnement de l'investissement, de l'entreprise. Non, justement, ce n'est pas une question d'âge, c'est une génération de mode de fonctionnement. Non, mais... Vous voyez, ce qui est le plus surprenant lorsque vous faites du conseil aux particuliers en investissement, c'est que d'un côté, vous voyez que le sous-jacent soit de l'immobilier, du capital risque dans des entreprises, et quelle que soit la typologie de produits, à partir du moment où il y a un storytelling, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une histoire à raconter derrière l'investissement, on se rend compte combien les Français, que l'on croit complètement à l'opposé du libéralisme économique, de l'investissement international, de la mondialisation, combien ça devient concret pour eux. Et je pense que c'est parce qu'il y a eu une génération politique d'envolées lyriques, etc. Et je suis le premier à trouver ça fabuleux. Mais où le pragmatisme, dont Stéphanie vient de rappeler quelques points importants, nous saute aux yeux là, depuis le premier confinement et la crise du Covid. Je dis, en ce moment, si vous saviez le nombre de fonds, alors je passe sous le contrôle de Stéphanie, qui travaillent beaucoup sur l'industrie 4.0, c'est-à-dire cette nouvelle réindustrialisation française de vieux métiers, et que tout de suite on va penser comme... j'exagère, la sidérurgie des années 60. Non, ce ne sera pas la même. L'industrie automobile ne sera plus jamais la même. Pour autant, pourquoi on ne reprendrait pas des chaînes de montage de voitures électriques ou hydrogène? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la réindustrialisation 4.0 Et la nutrition. Alors, le problème, c'est qu'il faut changer d'usine pour passer d'une usine automobile. Il faut investir, il faut former. Et oui, et donc ça veut dire qu'on est en problème, enfin, de fait. On n'est pas en train de parler que d'argent. On est en train de parler aussi d'une façon de penser. On est en train de parler que
que le CDI à l'ancienne n'est peut-être plus la base, que la mobilité est l'avenir. Intra-France, si ça gêne les gens de partir à l'étranger et que la mondialisation leur fait peur. Plus de modernité dans les têtes. Pose plus de modernité, donc un changement de génération dans le modèle économique. On arrête de penser gauche, droite, Keynes contre les autres, contre Friedman, et on essaie de créer quelque chose d'un peu plus développement durable, voilà, d'un peu plus moderne. Bon, Choose France, en tout cas, ça aura été l'expression du jour. Pourvu que ça dure, on va effectivement souhaiter ce mouvement d'investissement d'entreprises étrangères en France, avec donc en point d'orgue aujourd'hui cette annonce d'une usine de batterie d'un groupe sino-japonais, enfin surtout chinois, Envision, à Douai, un projet potentiellement avec 2 ou 3 000 emplois et plus de 2 milliards d'euros d'investissement. On marque une courte pause, mais restez avec nous. Juste après, on va poursuivre le débat sous l'angle des startups devenues grandes. On a commencé à en parler à propos de quand on commence à observer une multiplication des levées de fonds un peu record. On verra les questions que ça pose et jusqu'où il faut s'en réjouir. Restez avec nous. Retour dans l'été Smart, merci de rester avec nous. Je le disais, on va s'intéresser, après avoir parlé des grosses multinationales que le chef de l'État cherche à attirer en France, avec aujourd'hui quelques réussites. On l'évoquait, on va parler des startups qui grossissent, et certaines de façon très spectaculaire. Regardez ce papier ce matin dans Les Échos. French Tech, on y revient. Sorar sur le point de signer la plus grosse levée de l'histoire. Le papier suggère, alors c'est un papier, c'est au conditionnel, pour l'instant c'est, semble-t-il, pas encore tout à fait officialisé, mais c'est intéressant notamment parce que il y a 15 jours, on avait dans cette émission, on avait commenté 2 annonces quasi simultanées de déjà plus grosses levées de fonds de l'histoire de la tech française, avec à la fois Content Square qui levait, je crois, quasiment 500 millions d'euros, et Ledger aussi dans les portefeuilles de crypto, je crois que c'était 350 millions d'euros. Donc on était déjà sur des niveaux records. Là, de nouveau, la plus grosse levée de l'histoire, cette fois-ci, quasiment 15 jours plus tard. Avant de rentrer dans le détail, pourquoi cette accélération Stéphanie, est-ce qu'il y a de plus en plus d'argent? Est-ce qu'on est dans la poursuite de ce qu'on évoquait tout à l'heure dans la première partie de l'émission? Est-ce qu'on est arrivé enfin au point où on disait il y a beaucoup de startups de la tech en France, il n'y a pas encore qui émergent au niveau de devenir très très grosses comme peut y en avoir ailleurs? Est-ce que ça c'est un signe que ça y est, enfin, il y a des très grosses startups françaises à vocation mondiale dans l'univers technologique? Alors oui, Guillaume, c'est l'illustration qu'aujourd'hui, on sait, parce qu'on a fait beaucoup de start-up, commencer à sélectionner, parce que c'est un peu ça, des très grosses entreprises qui deviennent elles-mêmes ce qu'on appelle des scale-up, des très grosses entreprises en termes de chiffre d'affaires. Et ce qui est important, c'est de regarder que ces entreprises, elles ont des ambitions internationales. Sorar, s'ils concrétisent leur levée de fonds, c'est dans l'industrie du jeu, c'est une forme de jeu, les Panini d'antan par on va y revenir, parce que ça c'est des modèles assez... c'est Content Square, puis il y a aussi d'autres entreprises où on est très heureux. On a une de nos sociétés qui a annoncé, mais de manière beaucoup plus discrète, une très grosse levée qui fait d'elle une licorne, voire même plus, qu'on a financée il y a 4 ans au tout début. Donc oui, c'est formidable. Dites-nous, restez pas dans la discrétion. Non, alors c'est une entreprise qui s'appelle Gélisma, qui a aussi été financée par SoftBank, qui est la première à avoir reçu un investissement de SoftBank et qui crée une plateforme d'influenceurs, le Vivendi des années 2030, pour permettre aux artistes, à tous les créateurs de contenu, d'optimiser leur distribution et leur captation de public. Et ça, c'est bien, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte c'est que des entrepreneurs français ont envie de créer des très grosses entreprises. Et le financement vient après. Il aide, mais c'est parce qu'avant tout, on a changé d'état d'esprit dans la tech. On s'est dit, bah oui, c'est possible depuis Paris, depuis Marseille, de créer une société qui, demain, va devenir son leader sur son domaine. Et ça, bien sûr, quand il y a du savoir-faire, quand il y a un marché qui peut être véritablement attaquable, quand il y a une exécution, derrière, ça attire les capitaux pour aller plus vite. Et ça, c'est une bonne attraction des capitaux. A fortiori, faisons attention à ne pas financer pour financer, parce que c'est aussi le jeu des fonds d'investissement. Moi, quand j'entends un entrepreneur me dire « j'arrive pas à lever, donc je vais pas réussir », je lui dis montre-moi en quoi ton business est bon, et si derrière ton business est démontrable, tu arriveras à lever, et ça sera la levée de fonds
c'est avant tout une accélération. C'est pas une levée de fonds pour pallier un modèle. Et on entend souvent que si on n'accélère pas, si on va pas assez vite, on n'y arrivera pas. Alors qu'en fait, il faut avoir l'adéquation entre le bon secteur d'activité, la bonne exécution, la bonne technologie et surtout l'équipe remarquable pour justifier des très grosses levées de fonds. Et justement, par rapport à il y a 2 ans où il n'y avait pas ces très grosses levées de fonds, qu'est-ce qui a changé? C'est que les équipes remarquables sont encore plus remarquables? Ou c'est qu'il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas la mentalité chez ceux qui ont l'argent en France pour proposer 100, 200, 300, 500, demain peut-être un peu plus, millions d'euros en termes de tour de table? Je pense que c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui peuvent recevoir ces capacités d'investissement et en faire un bon usage pour devenir des leaders. On sait comment utiliser l'argent, c'est ça. On sait faire, et souvent, et je pense qu'on l'a fait par étapes, d'ailleurs on voit bien, ce sont des entrepreneurs qui généralement sont des entrepreneurs expérimentés, qui font leur première, deuxième entreprise, qui ont ça. Moi, je parle des fondateurs de Gélisma, qui étaient à leur deuxième entreprise. Ils ont fait une première belle entreprise, le kiosque devenu Caféine, et puis ils se sont attaqués ensuite à un très gros secteur d'activité, et ils ont réussi, et ça c'est très important, à faire ces énormes levées de fonds, tout en développant un modèle super rentable, avec beaucoup de chiffre d'affaires, créateur d'emplois. Et ça aussi, nous, en tout cas, je sais que chez One Ragtime, il y a des sujets dont on est le plus fier, c'est quand on voit, au bout des 4 ans d'investissement que nous avons et des 35 entreprises qu'on a financées, le nombre d'emplois qu'on a aidé à créer. Et aujourd'hui, on est à plus de 1000. Et ça, c'est vrai que créer de la valeur qui se matérialise aussi sur un niveau d'emploi, je pense que ça doit être un objectif parce que derrière, c'est vertueux pour tout le monde et ça ferait ensuite des entrepreneurs qui vont recréer, qui vont avoir été chez les Content Square, Gélismac, Ledger du jour et qui vont refaire ensuite des entreprises. On voit bien la vague des salariés. Ça crée cet écosystème dont on a besoin aujourd'hui. C'est le financement de l'État, c'est le financement de la BPI, c'est les ventures capitalistes et puis aussi l'entrepreneur et le réseau de talents qu'on peut avoir qui derrière va avoir cette envie, cette ambition de faire très gros. Et c'est pas que virtuel, c'est pas que des gros sous, c'est de l'emploi. Hein. C'est ce que vous disiez aussi, vous rappeliez dans la première partie de l'émission. Aujourd'hui, voilà, cette French Tech crée de l'emploi avec des niveaux significatifs. On a eu les premiers chiffres. À avoir pas mal d'études et de chiffres effectivement qui le confirment. Je reviens vers vous. Qu'est-ce que vous inspire ce type de multiplication d'annonces de très grosses levées de fonds, vous, Stéphane? Alors d'abord, je peux pas vous dire que je suis pas ravi, puisque je travaille dans l'industrie financière et qu'on conseille des clients. Alors, ceci dit, c'est là où on ne sera peut-être pas forcément d'accord. Et que vous-même êtes une start-up une grosse start-up. Voilà. On est rentré au sein d'un groupe, indirectement dans un montage. Ok, donc moi j'ai vécu ça déjà, donc je ne peux pas dire que c'est pas génial et que c'est super et que je suis ravi pour tous les fondateurs. Parce que moi j'adore quand ce sont des fondateurs, des entrepreneurs, a fortiori quand ils en sont à leur 2e, 3e, 4e expérience. Qu'elles aient réussi ou pas, on a d'excellents modèles de tycoons modernes aujourd'hui en France qui sont plus des ultra-financiers, mais des entrepreneurs qui avaient créé des super boîtes, qui repartent à zéro, qui font des vélos électriques, etc. etc. J'adore tous ces gens-là. Là aujourd'hui, ce qu'il faut juste regarder, mon cher Guillaume, si je peux me permettre, c'est que, vous voyez, moi je suis un grand fan du capital risque, du private equity en anglais, c'est-à-dire du non-coté. Et face à mes clients, j'essaie de leur expliquer que c'est bien de faire du non-coté et non pas de la bourse, c'est-à-dire du côté, parce que ce que vient de dire Stéphanie est très juste, on revient sur l'histoire que ça vous raconte. Vous pouvez investir dans un fonds qui investit dans Picard, qui investit dans Bonduel, etc. Vous voyez ça, tout ça. Vous pouvez investir dans des marques, vous pouvez investir dans des technologies qui sont vos technologies de proximité. C'est pour ça que le capital risque, qui pourtant était un peu dévalué en termes d'image en France, manquait et qu'on avait des trous dans la raquette pour financer. Tant mieux pour les fonds qui s'y sont mis. En revanche, là, en ce moment, ce qui m'inquiète un peu, la chasse aux licornes, en tout cas la course aux licornes françaises, fait qu'on recomplexifie le chose, mais parce qu'en fait, en ce moment, la mode, et je suis obligé de le dire, même si on a une très profonde conviction chez notre investissement sur la technologie et sur le crypto actif, en ce moment, dès qu'il y a crypto quelque part, ça rajoute une couche. Voilà. Et comme quand il y avait SPAC quelque part, ça rajoutait une couche. Il y a 20 ans de ça, dès qu'il y avait point quelque chose, .com, .fr, machin, ça rajoutait une couche. Je me méfie un petit peu de ça. Et en même temps, 20 ans après, il y a toujours point quelque chose et ça a marché. Alors il est mort, mais c'est darwinien, c'est vertueux. Oui, d'accord, mais il y a 20 ans, Amazon, ça existait déjà, mais c'était pas Amazon. Donc il n'a pas fait une levée de fonds mis en centaines de millions. C'est peut-être pour ça que M. Bessos a dû se recreuser et qu'il a amélioré, ce que disait Stéphanie, son business model. Et plus il a amélioré son business model, plus il est arrivé à un moment donné à la quintessence de ce business model. S'il avait eu 1, 2, 3 milliards de levée de fonds immédiate, peut-être qu'il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Je parle au conditionnel, parce qu'on a d'autres exemples. Voilà. Ce qu'il faut rappeler,
ce que Stéphanie a rappelé, c'est qu'il faut que l'entreprise soit génératrice de chiffre d'affaires, qu'elle ait une profondeur de marché, si possible internationale, évidemment. Des dirigeants de qualité, n'est-ce pas, les créateurs de qualité, mais aussi des créateurs de marge. Parce que moi, j'ai beaucoup d'entreprises sur les 22 ou 23 licornes potentielles françaises. Il faut qu'on me dise combien font de l'EBITDA, c'est-à-dire combien créent de la richesse réelle. Parce que de faire d'élevé sur d'élevé, il faut se méfier qu'à un moment donné, quand c'est juste 5 millions, c'est pas grave. Quand on arrive à 100, 500 millions, s'il y a une plantade, ça va être très fort. Mais pour autant, il y a des très belles réussites et je reste très positif. Pour la petite histoire, à Bordeaux, nous déménageons dans un nouvel immeuble hyper moderne, etc. Notre voisin du dessous qui a évidemment, alors que nous on a un petit coin, eux ils ont tout l'étage, c'est Back Market, qui est une boîte bordelaise, qui réemploie finalement toute la téléphonie, etc., qui est aussi considérée vraisemblablement... Le reconditionnement de matériel, notamment... business model à observer dans le temps, évidemment, mais je suis hyper fier, parce qu'en plus, ils sont bordelais, et là, créateurs d'emplois, parce que c'est des plateaux entiers de jeunes, avec des nouveaux modes de consommation, une nouvelle génération de pensée, donc je reste positif. Mais méfions-nous juste, parce qu'à partir du moment où il y a crypto, ça pourrait entraîner à être un peu déraisonnable, même si Sora... fait appel à tous nos côtés ludiques de nos enfances. On dira un mot sur le côté crypto de Sora. Sur le principe, il y a des modes, il y a des excès, forcément. Évidemment. Forcément. Et il y a des plantades, mais forcément. Enfin, voilà. Est-ce qu'on est dans une période de mode avec ces petits travers comme le suggère Stéphane, ou vous dites c'est inhérent au métier, de fait ça arrive et puis ça, voilà. Non, Stéphane a raison de rappeler les fondamentaux. Et nous, quand on va investir, on investit très très tôt. Mais vous voyez, en 4 ans, on peut avoir des sociétés qui valorisent plusieurs milliards après très vite et créent beaucoup d'emplois. Mais par contre, ce qui va faire la différence, c'est aussi l'éthique des fondateurs. Et moi, quand un fondateur, quand je le vois et je lui demande « mais pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce qui te passionne dans ce que tu fais ?» S'il me dit, ou si je perçois qu'il fait ça parce qu'il veut devenir très très riche, je lui dis non, ça c'est pas pour nous. On va avoir des fondateurs qui sont passionnés par ce qu'ils font au quotidien. Et par leur passion, ils vont faire quelque chose, ils vont soulever des montagnes. Et aussi, quand on regarde, c'est très dur d'être entrepreneur. Moi, je l'ai appris en faisant One Ragtime, en passant d'Orange et en démarrant One Ragtime. Je suis passée entrepreneur-investisseur, mais j'ai créé de zéro. Et je pense que je n'aurais pas cette philosophie d'investissement si je ne l'avais pas vécu moi-même. Où aujourd'hui, quand on démarre, c'est un endroit formidable, la France, pour démarrer, mais ça reste quand même très, très dur au départ. Et ce qui va faire la différence, c'est la résilience et la motivation des entrepreneurs. Et donc, quand c'est trop facile au début qu'on lève comme ça, moi, je suis fascinée. Je vois des entrepreneurs qui lèvent sur papier 5 millions, sur une valorisation de 20 millions. Ils n'ont pas encore démarré. Je me dis, mais voilà, mais là expliquez-moi. Quand une entreprise arrive au niveau de développement de Ledger ou de Gélismac, avec du chiffre, en tout cas pour Gélismac, avec de l'EBITDA, avec une croissance folle et qu'elle lève beaucoup, là, on se dit, bon, c'est logique. Là, on est sur un plan d'hypercroissance. On n'est pas sur un business model qui va être financé par des VC qui va faire que c'est génial. C'est pas juste pour financer des pertes. Nos courses en taxi ou nos livraisons, elles sont un peu moins chères parce qu'on a des VC qui mettent au pot. Donc ça, je pense que si on arrive à le faire de manière raisonnée, comme nous, ce qu'on essaye de faire, et de toute façon, on a un enjeu parce qu'on fédère des investisseurs et on leur indique, parce que dans notre modèle, ils vont pouvoir choisir à travers nous, c'est très très fort. Donc il faut être sûr que derrière, on n'est pas sur une mode, on est sur des fondamentaux en termes de budget, de techno et puis de marché à disrupter. On parle d'une levée de fonds menée par SoftBank, qui est donc un fonds japonais, un géant, effectivement, qui fait que des trop gros tickets pour le coup, avec parfois des très grosses plantades comme WeWork, mais aussi des très grosses réussites. Donc sinon, ils ne seraient plus là. Là, ce qui est spectaculaire, c'est qu'on parle d'une boîte qui a 3 ans, qui a 17 salariés. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour convaincre monsieur Son, là, le patron de SoftBank, pour le convaincre d'agréger 500 millions d'euros sur une boîte qui a 17 salariés? Qu'est-ce qui doit être? Alors, je ne sais pas si vous connaissez spécifiquement le sujet, probablement un petit peu quand même. C'est une start-up qui édite des cartes de joueurs de foot basées sur la blockchain Ethereum. Et vous achetez des cartes, vous composez des équipes. Donc, c'est du fantasy football, donc dans le monde de la crypto. Vous composez des équipes et puis vous jouez à des compétitions. Les cartes, vous les achetez. Il y a des cartes rares, très rares, très très rares, qui valent plus cher, qui peuvent se revendre, etc. Donc c'est quand même un monde qui est quand même pointu, mais potentiellement international, effectivement, mondial. Quel est le déclic, quelle est l'étincelle qui fait qu'on peut mettre 500 millions d'euros sur une boîte de 17 salariés? Parce que ça a un côté fascinant.
Et c'est pas une critique, ça doit être, encore une fois, pourquoi pas. Je crois que les chiffres sont assez affolants. Il y a déjà du vrai chiffre d'affaires, hein, la vente de cartes, la vente de cartes. Il y a un certain niveau de chiffre d'affaires. En tout cas, pour la société dans laquelle nous sommes, qui a levé beaucoup d'argent auprès de SoftBank, je peux vous dire que GLISMAC, les chiffres sont purement affolants, et que la raison pour laquelle Masayoshi Son et ses équipes, notamment Michel Combe, ou Marcelo Cloré, donc on a Michel Combe qui était avant patron d'Alcatel-Lucent et qui est passé par toutes les plus belles entreprises françaises. Derrière, c'est des hommes d'affaires. Hein. Donc, ils voient bien qu'entre le moment où ils investissent et le moment où ils espèrent que la société va se coter en bourse, il va y avoir beaucoup de création de valeur parce qu'il va y avoir beaucoup de création de chiffre d'affaires. Et quand on est coté en bourse, à un moment, c'est la vérité des chiffres. Hein. C'est pas de chiffre d'affaires, pas de revenus, en forte croissance, pas de résultats nets, pas de cash flow. L'action, elle fait ça. Et je crois que SoftBank, par le passé, a montré leur capacité à faire des très très gros paris, qui s'avère sur le long terme assez porteur, puisqu'on est passé d'un groupe télécom à un plus gros investisseur mondial en private equity. Avec un premier fonds de 100 milliards, un deuxième fonds de 100 milliards. Ça donne le tournis. Donc ce qui est génial, c'est de voir que ça y est, SoftBank, après s'être intéressé à la Chine, après s'être intéressé bien sûr aux États-Unis et à l'Amérique du Sud, s'intéresse enfin à la France et à l'Europe. Donc c'est très très positif pour la suite, mais rassurez-vous, à mon avis, à ce niveau-là d'investissement, ils ont regardé les chiffres, et les chiffres pour Sorare doivent être assez affolants. Après, on peut se poser la question de la logique de l'investissement, et est-ce que demain, on peut avoir aussi des licornes, entre guillemets, d'intérêt général? Est-ce qu'on peut faire des très très grosses entreprises qui concilient certes une ambition business très forte, mais aussi un impact très fort pour nous? C'est un peu la question que moi je me pose au quotidien en investissant. Si je me dis finalement c'est génial, les entreprises qui marchent très très fort, ça va être des entreprises dans le domaine des jeux mobiles, de l'entertainment, des figurines de football. Est-ce qu'on peut aussi appliquer le même modèle sur des secteurs qui sont un peu plus porteurs de sens, même si on a tous besoin de se divertir? Antoine Griezmann fait partie des fondateurs de Sorare. Alors, des fondateurs, on ne saura pas, mais en tout cas, il les a sacrément aidés. Il a quand même sacrément aidé de façon parfaitement... J'espère que pour lui, s'il les a aidés, il l'a fait aussi. Il a racheté la figurine de Mbappé. Hein. Voilà. Oui, et puis il a dit que c'était formidable, qu'il s'éclatait, qu'il passait ses soirées dessus. Donc, soit il a pris un petit billet pour le dire. Pour 76 000 $ ou euros, je ne sais pas comment. Si je peux juste, je ne veux pas faire le rabat-joie. Le rabat-joie sur ce sujet. Parce qu'en fait, et je vais vous, en plus vous allez voir, je vais m'auto-contredire. Là, ce qui me fait un peu peur, c'est que si j'ai bien compris, la génération de chiffre d'affaires, pour l'instant, elle est plutôt en dizaines de millions d'euros. Ça ne dépasse pas 100 millions d'euros. Une levée de fonds potentielle de 500 millions amènerait la valorisation de cette entreprise à 3 milliards. C'est-à-dire 30 fois son chiffre d'affaires. En général, on fait des multiples de 30 fois son EBITDA, c'est-à-dire une fois qu'on a payé ses... Alors vous me direz, ils sont 17. Sauf qu'on est Ils sont 17, la masse salariale ne va pas coûter très cher. La techno, c'est ça qui est évidemment la vraie profondeur de marché de ça. Parce qu'en fait, évidemment, aujourd'hui, on est sur des grands adolescents qui s'échangent des cartes et qui se prennent pour les entraîneurs de foot, parce que c'est ça en fait, vous faites votre équipe de rêve. Mais ça existait déjà gratuitement sur des jeux vidéo de faire ça. Il y avait des jeux vidéo d'entraînement. Vous savez, le fantasy sport en général, aux États-Unis, alors que les paris sportifs sont interdits, c'est un business énorme. C'est un business énorme, mais c'est de l'entertainment. Alors c'est pas sur tout à l'heure, cité Vivendi. C'est pas sur la blockchain aux États-unis, mais ça justement, c'est transposer ce milieu. Jean-Marie Messier, dans l'échange musical, dans la consommation de la musique et de l'entertainment musical, il avait raison il y a 20 ans. Les investisseurs français, à l'ancienne, n'avaient pas compris. Bon, tant pis pour lui, ça sera plutôt maintenant que ça va commencer. Et apparemment, ce sont aussi des investisseurs français qui sont dans ce truc-là. Donc, c'est très bien. L'exemple contraire, c'est Facebook, parce qu'on a eu le même sujet. Il avait fait que des levées de fonds extrêmement confidentielles, Mark Zuckerberg, jusqu'au moment où il y a eu introduction avec des grandes banques, y compris les Goldman Sachs, etc., qui ont donné une valorisation complètement lunaire à cette boîte, où on était vraiment, alors qu'elle ne gagnait pas $1 de marge. Elle ne gagnait pas de marge, elle ne faisait pas de chiffre d'affaires, parce qu'il n'avait pas commencé à essayer de chercher de revenus. Et puis il a réussi son pari, parce que lui, depuis le début, il disait ce qui allait se passer 10 ans plus tard. Donc je m'auto-contredis. Là, il faut juste voir derrière, tout ça est extrêmement complexe, parce qu'il y a l'entertainment qui est... Non, mais en même temps, si ça se plante, c'est pas des petits porteurs, c'est des professionnels, donc ça fait partie du... Derrière le modèle d'échange et la sécurisation de votre carte, qui peut être donc dupliquée, c'était votre question, n'importe quel actif, donc crypto-actif, c'est Ethereum, qui est une des cryptos, je ne vais pas dire monnaie, parce que je déteste ce terme, qui est un des crypto-actifs dans lequel il faut garder un œil. Et c'est là où moi je vous dis, chez l'investissement, on parle que du Bitcoin, mais en fait, c'est ces technologies qui sont... Parce qu'une fois que vous avez votre carte,
elle a quand même une valeur technologique et d'échange extrêmement sécurisée avec des Ce qu'on appelle les NFT, là, ça commence à... Mais ça, c'est ça la réalité. Donc je pense que les investisseurs sont pas idiots et que chez SoftBank, ils savent ce qu'ils font et qu'ils parient plus sur ça que sur la photo de Antoine Griezmann. Oui. Mais bon, en même temps, c'est fascinant. Donc, c'est fascinant, voilà, on on espère bravo aux entrepreneurs. Oui, on espère que ça sera que ça aille au bout. On espère que ce sera confirmé, en tout cas pour cette levée-là, et puis qu'il y en aura plein d'autres. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais vous faire réagir à peut-être un ou deux sujets d'actualité très brièvement pour terminer l'émission. Allez, je le disais, il nous reste 2 minutes, 2 sujets très rapidement. On redescend sur Terre, là, après les valorisations stratosphériques qu'on vient d'entendre. Et en même temps, on va quand même parler gros sous. Les échos nous disent le scénario d'un report rapide de l'âge de la retraite à 64 ans sur la table. Sous-entendu, le chef de l'État veut vite passer à autre chose après l'échec aux élections régionales et puis le semi-échec sur la réforme de l'assurance chômage avec le tacle du Conseil d'État de la semaine dernière. Les pro-réformes poussent Emmanuel Macron à renverser la table et réformer les retraites avant la présidentielle pour une mise en œuvre après le scrutin, histoire de passer le message auprès d'un certain électorat. Oui, je reste réformateur. Vous y croyez, une réforme de la retraite significative avant l'élection? Non, d'un point de vue politique. Allons-y, mais c'est le meilleur moment pour le faire. De toute façon, on n'a pas été voté, donc qu'est-ce qu'on va faire pour empêcher la réforme? Non, c'est... Vous voyez ça aussi comme une opportunité de calendrier? Aujourd'hui, on a tous des espérances de vie qui s'augmentent et on va être à un moment où on va devoir s'arrêter de bosser. Moi, j'ai envie de bosser encore à 64 ans, mais génial, c'est la meilleure façon de rester en bonne santé et de faire des choses qui nous plaisent. Par contre, on a peut-être besoin aussi d'améliorer les conditions de travail et de faire en sorte que tout au long de notre vie professionnelle, on puisse peut-être un peu moins travailler à des moments pour pouvoir travailler plus longtemps. Vous suggéreriez au chef de l'État de renverser la table avant l'élection en disant allez, on augmente l'âge, un truc simple en plus. La réforme imaginée avant la crise de la Covid était assez compliquée, assez complexe, il faut le rappeler. Là, ce serait potentiellement juste relever l'âge de la retraite. Ce n'était pas ce qui était envisagé. Là, cette fois-ci, ce serait quelque chose de simple. Vous dites banco? Alors politiquement, ce serait un risque improbable, malheureusement, à 10 mois de l'élection présidentielle. En même temps, ça peut être le moyen de montrer que la candidate pressentie, Marine Le Pen, avec ça... C'est là où je voulais en venir. Décidément, parce qu'on est fait pour s'entendre, cher ami. Non, mais vraiment, politiquement, je pense qu'aucun conseiller politique, dans la politique politicienne, ne pourrait lui conseiller ça. Malheureusement, ce n'est pas son deuxième mandat, parce que si c'était le deuxième, connaissant le personnage, c'est sûr et certain qu'il irait. Moi, à sa place, qu'il soit réélu ou pas réélu, c'est ce qu'il devrait faire, lui en tout cas, s'il a un tantinet, le sens du pouvoir et de la France, il devrait le faire maintenant. Parce que comme le disait Stéphanie, il y a un coup à jouer très fort. Si ça rate, c'est pas grave, il retournera faire autre chose, il le fera très bien. Si ça réussit, en revanche... derrière, il élimine en fait finalement ces discours des extrêmes qui sont très agressifs sur le sujet, en plantant le sujet une bonne fois pour toutes. Voilà, plutôt favorable autour de cette table pour inciter le chef de l'État à agir sur le sujet. Allez, on n'a pas le temps de le commenter, mais juste pour regarder, c'était une comparaison amusante. Figaro qui nous dit que la dette française représente 2 fois la capitalisation d'Amazon, soit 40 000 euros par Français. Alors, soit c'est beaucoup, les 2 750 milliards d'euros, puis finalement, c'est juste 2 fois la capitalisation d'Amazon. Donc peut-être que finalement, c'est pas tant que ça. Ou alors c'est la capitalisation d'Amazon qui est énorme. Mais, pardon? Investissons. Voilà, investissons. Merci Stéphanie, merci Stéphane, merci à vous de nous avoir regardé. Très bonne soirée, à demain, même heure, même adresse, 23h sur Bismart.